Je vais appeler maintenant André Chiang. Voilà 19 ans qu'André Chiang fait les conclusions de notre rencontre. Et c'est particulièrement intéressant d'avoir aujourd'hui un regard d'Asie sur une journée de réflexion qui était complètement tournée vers l'Ouest, afin que nous n'ayons pas un torticolis qui nous fasse tous regarder à gauche, c'est-à-dire du côté de l'Ouest. Nous allons aussi regarder un peu du côté de l'Est. Qu'est-ce qu'on pense de tout cela du point de vue d'André Chiang, qui est le président de l'Asiatique européenne de commerce et qui est vice-président du comité France-Chine. Français, polytechnicien et un peu chinois quand même. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs, l'année dernière, dans ces mêmes occasions, j'étais heureux de vous exposer pourquoi, selon moi, une guerre entre les États-Unis et la Chine était improbable. Mais en un an, tellement d'événements se sont produits, pour la plupart inquiétants, qu'on peut se demander si cet optimisme à l'égard d'une confrontation violente entre les deux grandes puissances mondiales est encore de mise. Eh bien, ma conviction n'a pas changé, et contrairement aux craintes exprimées par beaucoup d'observateurs, je pense que la probabilité d'une guerre sino-américaine diminue. Alors pourquoi ? Eh bien, pour les Américains, il faut comprendre leur véritable objectif. Pour eux, l'histoire commence avec l'indépendance des États-Unis et tout ce qui précède est la préhistoire. Et depuis la naissance de leur nation, ils ont connu trois périodes. La première a vu la France dominer le monde, avant d'être détrônée assez rapidement par l'Angleterre, laquelle a passé le flambeau aux États-Unis au cours de la Seconde Guerre mondiale. Depuis lors, ils sont la première puissance et ne supportent pas l'idée qu'un autre pays puisse leur disputer ce titre. L'Union soviétique puis le Japon, la première idéologiquement opposée et le second allié des États-Unis, en ont tous les deux fait les frais. Aujourd'hui, c'est la Chine qui est visée, mais depuis peu, une nouvelle théorie est apparue appelée Peak China, que je traduirai par plafonnement de la Chine. Alors que la Chine puisse dépasser les États-Unis a toujours paru une incongruité à des Américains convaincus de la supériorité absolue de leur système et de leurs institutions. Les déboires économiques récents de la Chine semblent leur donner raison, comme la sortie ratée du Covid, la crise immobilière persistante, la guerre commerciale initiée par Trump et poursuivie par Biden, ont eu une conséquence résumée par l'évolution d'un chiffre. En 2004, le PIB de la Chine représentait 16% de celui des États-Unis. Puis il est monté à 60% en 2014, avant d'atteindre 77% en 2021. Ce ratio semblait indiquer une poussée irrésistible de la Chine qui inquiétait les États-Unis. Or, les chiffres de 2023 montrent qu'il est redescendu à 64%, accréditant l'idée répandue chez de plus en plus d'observateurs que, comme pour le Japon des années 80-90, l'économie chinoise avait atteint un plafond et ne rattraperait jamais l'américaine. Cette conclusion est très contestable. Qu'est-ce qui explique en effet ce décrochage chinois ? C'est essentiellement le fait que depuis 3 ans, les États-Unis ayant augmenté leur taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, la devise américaine s'est considérablement appréciée, ce qui fait que calculé en US dollars, le PIB chinois donne l'impression de s'être contracté et le rapport PIB chinois sur PIB américain a diminué. Cette baisse est donc un effet d'optique monétaire touchant peu l'économie réelle, car au cours de ces années, la croissance chinoise a continuellement dépassé l'américaine. Mais si un raisonnement douteux apaise les Américains, faut-il vraiment rechercher la vérité à tout prix ? Et pour les Chinois, me direz-vous, ne sont-ils pas contrariés par la politique d'endiguement et d'embargo des États-Unis qui les empêche d'accéder à la place de numéro 1 à laquelle ils aspirent ? Je crois qu'on a mal compris la nature du régime chinois. Si je devais le caractériser par une formule, je dirais qu'il est marxiste-léniniste darwinien. Rappelons que le savant anglais, quand il étudiait les espèces animales, ne prédisait pas le triomphe du plus fort, mais celui du mieux adapté à son environnement. La nécessité de l'adaptation est apparue d'abord Mao, qui appliquait sa stratégie de conquête du pouvoir en s'appuyant sur la paysannerie et pas sur la classe ouvrière. Puis ce fut Deng Xiaoping qui, en inventant le socialisme aux caractéristiques chinoises, a adapté l'économie socialiste au pays, permettant la transformation de la Chine. Xi Jinping, en prenant le socialisme aux caractéristiques chinoises pour une ère nouvelle, s'inscrit dans cette lignée
en proposant d'adapter le socialisme chinois à l'époque actuelle. Faire de la Chine un pays réellement moderne et pour cela inciter les Chinois à investir dans les hautes technologies plutôt que dans l'immobilier, voilà ce qui mobilise l'attention de la classe dirigeante chinoise, bien plus que de devenir la première puissance mondiale. En fait, personne ne croit vraiment que les États-Unis ou la Chine se lancent de plein gré dans une guerre aux conséquences incalculables. La crainte est plutôt qu'un accident survienne qui entraîne les deux puissances dans une guerre dont elles ne veulent ni l'une ni l'autre. Et le détonateur le plus probable serait Taïwan. En janvier de cette année, les Taïwanais n'ont-ils pas élu William Lai, représentant le PDP, Parti indépendantiste taïwanais? On en retient que c'est la troisième fois que les Taïwanais infligent un camouflet à Pékin en élisant un candidat de ce parti. Mais là encore, on a mal lu les résultats des élections taïwanaises. Tsai Ing-wen, précédente présidente, fut élue la première fois en 2016 avec 56% des voix. La seconde en 2020 avec 57% des voix, et les deux fois, les élections législatives lui ont donné la majorité au Parlement. Cette année, William Lai, qui a fait des relations entre Taïwan et Pékin le thème principal de sa campagne, a été élu avec 40% des suffrages et au Parlement, le PDP a été dépassé par le Kuomintang, plus favorable à Pékin. Par ailleurs, chacun sait que pour que Taïwan ait une chance de résister, l'appui inconditionnel des États-Unis est nécessaire. La guerre d'Ukraine montre l'ampleur, mais aussi la limite de soutien américain. Taïwan a adopté un régime démocratique où les sondages de toutes sortes abondent, mais on n'a jamais posé la seule vraie question existentielle: êtes-vous prêt à mourir pour l'indépendance de Taïwan? Les élections de cette année donnent une indication, il faut les chercher essentiellement dans les 40% qui ont voté pour le PDP. Dans ces conditions, pourquoi voulez-vous que Pékin attaque Taïwan? Il est beaucoup plus habile d'attendre que les Taïwanais, ou au moins 51% d'entre eux, considèrent qu'il vaut mieux négocier un accord qui préserve leur mode de vie tout en reconnaissant que Taïwan fait partie de la Chine, ce que la plupart des pays dans le monde reconnaissent, plutôt que de s'engager dans une guerre apocalyptique. Impensable, diront certains. Je les invite à méditer ce qu'a déclaré Ke Wen-je, qui est le candidat du Parti populaire taïwanais, qui est le troisième parti à côté du PDP et du Kuomintang. Les gens des deux côtés du détroit de Taïwan sont de la même race et ont la même histoire, la même langue, la même religion et la même culture. Je vous rappelle que Ke a obtenu 26% des voix à l'élection présidentielle de cette année, derrière le Kuomintang crédité de 33%, c'est-à-dire que les deux partis que je qualifie de Pékin compatibles totalisent à eux deux près de 60% des voix à Taïwan. Mais l'avenir peut nous réserver d'autres surprises encore plus étonnantes. On constate qu'aux États-Unis, divisés, comme on le dit aujourd'hui, comme ils ne l'ont jamais été depuis la guerre de sécession, l'opposition à la Chine est l'un des rares points sur lesquels républicains et démocrates sont d'accord. On en déduit que, quel que soit le futur président des États-Unis, la conflictualité des relations entre les deux pays est une certitude. Mais n'oublions pas que parfois, de petits effets peuvent avoir des conséquences importantes et inattendues. Rappelons-nous la formule de Pascal: le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé. Quel pourrait être le nez de Cléopâtre d'aujourd'hui? Eh bien, ce sont deux petits événements récents dont on n'a pas encore tiré toutes les conséquences sur les relations entre les États-Unis et la Chine. Kamala Harris a choisi pour colistier Tim Walz. Or, ce dernier a une longue histoire chinoise. À 25 ans, il était professeur en Chine où il a assisté aux événements de Tiananmen de 1989. Depuis, il est devenu un défenseur intransigeant des droits de l'homme, mais n'a pas rompu pour autant avec la Chine. En 1994, il est même allé passer sa lune de miel en Chine et il a fondé avec sa femme une société dont le travail consistait à envoyer des étudiants américains en Chine, pays où il s'est rendu lui-même plus de 30 fois. Si Kamala Harris gagne les élections, Tim Walz serait le seul dirigeant américain de ce niveau à avoir vécu en Chine depuis George Bush père, qui fut ambassadeur avant d'être élu président. Les positions prises par Tim Walz montrent qu'il n'est pas un avocat du régime, mais il comprend la Chine et on peut mieux s'entendre si on se comprend. Et Donald Trump, eh bien vous savez qu'il vient de recruter un allié de poids en Elon Musk, dont on dit qu'il pourrait même entrer au gouvernement.
Or, de tous les hommes d'affaires, Elon Musk est celui qui a le plus d'intérêts et de relations politiques à haut niveau en Chine. Il a réussi à obtenir des autorités chinoises ce que personne d'autre n'avait réussi à avoir avant lui. Ainsi, il a pu implanter Tesla en Chine sous forme d'une WuFi, c'est-à-dire sans partenaire chinois, ce qui était rigoureusement impossible à l'époque pour un fabricant automobile. La raison invoquée était que la production de l'usine de Shanghai serait principalement destinée à l'exportation. Aujourd'hui, la Chine est un des principaux marchés de Tesla et le responsable chinois avec lequel il avait discuté et tissé des liens d'amitié était le secrétaire du parti de Shanghai, Li Qiang, devenu depuis ce temps-là Premier ministre. On se trouve donc dans une configuration exceptionnelle où depuis fort longtemps, quel que soit le futur président des États-Unis, il aura dans son entourage une personne qui connaît bien la Chine. Cela ne présage pas de la fin des hostilités entre les deux pays, mais permet d'envisager un coup d'arrêt à la détérioration délétère de la relation. Ce serait une bonne nouvelle pour la paix dans le monde, mais risque aussi d'être une mauvaise nouvelle pour l'Europe. En effet, si on pousse le raisonnement plus loin, on constate qu'objectivement, les deux puissances sont très complémentaires et auraient intérêt à s'entendre. La Chine, empêtrée dans ses réformes qui la privent des moteurs de l'immobilier et de la consommation intérieure, a tout intérêt à trouver un accord commercial avec les États-Unis pour dynamiser ses exportations, seul moteur encore allumé de son économie. Les États-Unis, de leur côté, obsédés par l'inflation et menacés d'une récession, auraient tout intérêt à négocier un accord dans lequel ils pourraient importer sans inflation les produits destinés à rassasier leur addiction à la consommation, pourvu qu'en même temps, ils s'ouvrent l'immense marché chinois qui a besoin des matières premières agricoles et énergétiques et de biens d'équipement, avions Boeing et autres, que les États-Unis pourraient fournir presque sans limite. Un pareil accord est loin d'être assuré, mais pas impossible. S'il se concluait, il ne pourrait se faire qu'au détriment de l'Europe, ce qui rendrait encore plus brûlante la question centrale de ce colloque, les États-Unis, peut-on compter sur eux? Je vous remercie. Merci beaucoup, André Chiang. On a bien compris que cette tension entre la Chine et les États-Unis était quelque chose qui interpellait l'Europe, car au fond, il peut y avoir en effet, comme vous le dites, deux scénarios. Un scénario d'affrontement qui fait que naturellement nous serions écartelés, et puis un scénario d'accord où l'accord entre la Chine et les États-Unis pourrait se faire sur notre dos. Donc nous voyons bien que dans les deux cas, nous devons être très attentifs à ce qui se passe et aux risques que, au fond, nous devons affronter si l'Europe n'est pas capable de s'organiser pour défendre ses propres intérêts. Et c'est au fond la conclusion un peu que nous pouvons tirer les uns et les autres de ce débat, non seulement celui-ci, mais celui que nous avons eu déjà depuis plusieurs années, quand on a parlé de la question africaine, quand on a parlé de la question indienne, quand on a parlé de l'ensemble des questions de gouvernance mondiale. On voit bien qu'à chaque fois, tout ceci interpelle l'Europe sur sa politique de développement, sur sa capacité de protection, sur sa relation, en fait, sur son rapport de force. Nous ne sommes pas dans un monde de bisounours, nous sommes dans un monde de rapports de force, et au fond, où sont nos rapports de force? Et nos rapports de force sont naturellement au niveau européen, et c'est pour ça que nous avons, et au cours de cette journée, nous avons entendu de très nombreux intervenants qui, en analysant les États-Unis, faisaient des propositions pour l'Europe pour faire en sorte que nous ne sortions pas du jeu. Donc nous avons là vraiment des réflexions qui sont des réflexions très stratégiques. Merci, mon cher André Chiang, merci à tous les orateurs de cette journée. Je pense que les uns et les autres, nous avons progressé dans nos réflexions et au fond, chacun est libre de ses choix et c'est l'intérêt d'une rencontre comme celle-ci, de pouvoir entendre un certain nombre de responsables, pas toujours d'accord entre eux, mais qui nous proposent un peu de vision, des perspectives, des horizons qu'il nous faut avoir pour l'avenir. Je pense que c'est quelque chose de très important. Je voudrais vous remercier, chacune et chacun d'entre vous, d'être participants à ces rencontres, pour un grand nombre d'entre vous, de votre fidélité, année après année. L'année prochaine, nous célébrerons le 20e anniversaire de cette rencontre et donc de ce forum géopolitique du Futuroscope avec nos amis de l'Express et ceux du département. Et je vous promets que nous allons faire une fête particulière pour ces 20 ans de réflexion
paisible, apaisé, là où on peut discuter calmement, écouter les uns et les autres, dans un monde qui est de plus en plus brutal, dans un monde où la radicalisation, y compris au sein de notre propre Assemblée nationale, fait qu'on n'a pas toujours tendance à savoir écouter les uns et les autres et qu'il y a toujours quelque chose à apprendre, quel que soit celui qui énonce une proposition. Et c'est ça la ligne directrice de notre organisation, de la Fondation Prospective et Innovation, qui est heureuse d'assurer sa fidélité au département de la Vienne, au Futuroscope, et qui vous dit un grand merci pour votre participation, car sans vous, tout ceci n'aurait pas de sens. Et je crois qu'il est très important que nous ayons conscience qu'au fond, c'est ça quand même la démocratie, c'est que c'est le citoyen qui doit former sa propre opinion et c'est lui qui doit décider de notre propre avenir. Mais pour cela, encore faut-il faire les efforts pour s'écouter, pour s'informer, pour comprendre et pour construire une conviction qui donnera ensuite de la force au pays. Et aujourd'hui, on voit bien que le manque de conviction, ce que disait Jean-François tout à l'heure, le manque de professionnalisme de la vie politique, quand je vois que les maires aujourd'hui sont exclus de la fabrique de la loi, alors que ce sont les premiers représentants de la réalité de la vie dans nos villes et dans nos villages, et au fond qu'on a besoin de cette proximité-là pour pouvoir inspirer ce que doit être une politique de notre nation. C'est au fond cet effort-là qui consiste à dire, comme on le disait tout à l'heure, que ce sont des politiques qu'il faut définir et organiser les rassemblements autour des politiques. Mais si on n'est pas capable de définir des politiques, il ne faut pas s'étonner après si on a le désordre un peu partout. Donc nous cherchons les uns et les autres à construire un certain nombre de lignes d'avenir et c'est autour de ces lignes d'avenir qu'on peut espérer que des rassemblements existeront. Merci, merci du fond du cœur. Je remercie tous les orateurs et un petit mot spécial pour notre Québécois qui nous a fait un grand plaisir par son talent, ses convictions et surtout son amitié. Merci à tous.